Bonjour à tous amis, c'est Matt et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Disturb Universe. Aujourd'hui, une nouvelle fois, on s'attaque au montage d'un PC gaming dernière génération pour un budget d'environ 1500 € avec une petite variante à 1200 € en changeant simplement deux petits composants. La configuration que je vais vous proposer a été réalisée en fonction de certaines contraintes et certains besoins spécifiques. Donc si vos besoins concordent fortement avec ceux que je vais vous présenter dans un instant, vous pouvez éventuellement vous inspirer de cette configuration. Sans plus tarder et avant d'atteindre le sommaire de cette vidéo, laissez-moi vous présenter les contraintes et les besoins spécifiques à cette configuration. Alors cette configuration se doit de faire tourner la plupart des FPS mais également quelques open world et globalement pas mal de jeux assez récents et assez gourmands. L'objectif étant de jouer avec une qualité ultra pour une résolution de 1440 pixels, soit 2K. Le PC dans sa globalité se doit également d'être plutôt esthétique, agréable à regarder avec une petite touche de RGB et bien entendu ce PC sera de dernière génération, donc là on va vraiment toucher à des choses qui vont être vraiment très intéressantes en termes de performance. Avant de continuer les amis, comme d'habitude, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, ça aide énormément pour référencer cette vidéo. Tu peux également t'abonner avec la cloche de notification pour ne rien louper de ce qui arrive sur Disturb Universe et en plus ça permet d'accroître le développement de Disturb Universe. Bon, cette vidéo va se diviser en trois parties. La première, ça va vraiment être la présentation des composants. On va voir pourquoi on a choisi tel composant par rapport à un autre et voir aussi le petit bonus, la configuration alternative pour le budget de 1200 €. Dans la deuxième partie de la vidéo, on s'occupera bien entendu du montage avec pas mal d'explications de ma part pour que vous puissiez suivre étape par étape et comprendre comment ça se passe. Et finalement, on aura dans une dernière partie tout un petit protocole de test, mais également une conclusion de ma part sur cette machine et que vous puissiez voir un petit peu en conditions réelles ce qu'elle a vraiment dans le ventre. Et donc commençons dès à présent avec la présentation des composants. Et on commence justement avec le processeur. Au niveau du processeur, on sera sur un petit AMD Ryzen 7 7700X, soit les dernières générations de processeurs à l'heure actuelle chez AMD, et surtout un processeur véritablement performant. On aura des performances qui vont être décentes, certes un petit peu moins importantes qu'un 13700K par exemple, mais qui vont être vraiment très intéressantes en termes de prix. Là on est sur un processeur qui va en avoir sous le capot, mais surtout qui va avoir une durée de vie assez importante, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi. Le deuxième avantage de passer chez AMD par rapport à Intel, il sera encore une fois financier, puisque même la carte mère sera encore une fois moins chère que du côté de chez Intel. Pour la carte mère justement, on sera sur une Aorus B650M Elite AX, une petite carte mère au format micro ATX qui permettra d'avoir une petite configuration assez compacte, mais surtout d'une puissance vraiment très intéressante. Là on est vraiment sur une carte mère qui va être très intéressante en termes de prix, mais aussi en termes de performance, puisqu'on est vraiment dans du haut de gamme de chez Gigabyte et donc Aorus. Et surtout les principales caractéristiques de cette dernière, c'est déjà dans un premier temps son chipset B650 qui est le dernier chipset de chez AMD et qui va donc permettre de correctement accueillir notre processeur. Le chipset A n'aurait pas su forcément utiliser toute la capacité de notre processeur et le X aurait été un petit peu overkill par rapport au processeur que l'on a choisi. Deuxième caractéristique principale, ce sera au niveau de la mémoire vive qui sera en DDR5. J'ai pas grand chose à ajouter de plus, on est sur les dernières normes au niveau de la fluidité du PC, du multitâche, mais également pour tout ce qui est open world et FPS, ça va vraiment être très intéressant d'avoir une très haute rapidité niveau mémoire vive. Pour ce qui est de la norme PCI Express, qui est la troisième caractéristique principale de cette carte mère, on sera sur un PCI Express 4.0 au niveau de la carte graphique, donc le slot PCI Express x16. Mais attention, petite subtilité, puisque le connecteur M2 pour le stockage sera quant à lui en PCI Express 5.0, ce qui permettra donc par la suite éventuellement d'avoir un SSD en PCI Express 5.0. Aujourd'hui ils sont un petit peu chers, vous allez voir que c'est pas du tout ce qu'on a utilisé, mais c'est assez avantageux si on voudrait éventuellement penser à une upgrade dans le futur. On a parlé de la norme DDR5 au niveau de la carte mère, maintenant il est temps d'évoquer les barrettes mémoire que j'ai choisies pour cette configuration. On sera sur de la Kingston Fury Beast 2 x 8 Go pour un total de 16 Go, cadencé à 6000 MHz, un bon standard au niveau de la DDR5, 6000 MHz c'est quasiment deux fois plus rapide que de la DDR4, on en reparlera peut-être dans une vidéo bien entendu, mais concrètement on sera sur l'un des meilleurs rapports qualité-prix au niveau de la mémoire vive. L'avantage c'est qu'on a une petite touche RGB au niveau de cette RAM qui va être complètement réglable, vous allez voir un petit peu par la suite. Côté refroidissement processeur, j'ai pour habitude d'utiliser des ventirades de chez Be Quiet, mais là j'ai changé pour tester une nouvelle marque qui m'a vraiment pas déçu. Il s'agit de Deepcool avec un Deepcool AK400 digital qui a vraiment une petite fonctionnalité supplémentaire, c'est
gadget, mais franchement vous allez voir c'est assez sympathique. Concrètement sur le AK400 standard, on a juste un petit ventilateur avec la grosse partie radiateur et forcément des petites conduites en cuivre qui convergent vers une grosse plaque qui va elle diffuser la chaleur. Force est de constater qu'il est vraiment très intéressant, en tout cas surtout pour son prix, et le AK400 digital possède un petit écran comme son nom l'indique digital avec justement des afficheurs 7 segments qui vous affichera soit la température, soit l'utilisation de votre processeur en temps réel, et ça c'est vraiment très intéressant. Côté stockage, on change pas une équipe qui gagne, je suis toujours sur mon bon petit Crucial P3+, qui est selon moi le meilleur SSD en termes de rapport qualité-prix. Pour ce genre de SSD, avoir du 4.0 avec de bonnes vitesses de lecture et d'écriture, eh bien c'est pas donné à tous les SSD, surtout pas forcément au prix auquel il coûte. J'ai opté pour 1 Teraoctet pour avoir une petite marge au niveau des jeux qu'on puisse installer, mais également des photos, des logiciels, ce genre de choses, ce qui nous permettra à l'avenir éventuellement de rajouter un autre SSD. Comme d'habitude, on arrive enfin à l'un des composants les plus populaires à l'heure actuelle, il s'agit bien entendu de la carte graphique. Et là vous allez voir que on a tapé dans du très lourd. On sera sur la marque Aorus, donc on est vraiment au raccord avec la carte mère hein, pour une petite Nvidia GeForce RTX 4060 Ti. C'est une version Aorus Elite, donc on est vraiment sur de la carte graphique plutôt haut de gamme. Le gros avantage de taper dans du Aorus plutôt que dans du Gigabyte, c'est d'avoir non seulement des fréquences un petit peu plus hautes qu'avec des cartes plus standards on va dire, mais aussi d'avoir un refroidissement un peu plus intéressant. On a des ventilateurs on va dire semi-passifs qui se déclenchent ou non en fonction de la température de la carte graphique, mais aussi un petit liseré de LED autour de ces derniers qui ajoute un petit design supplémentaire. Les amis, on va passer aux deux derniers composants, à savoir l'alimentation et le boîtier, et pour l'alimentation, on sera sur la marque Cooler Master. C'est une marque que j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser dans mes montages, et pourtant elle est très qualitative et elle a fait ses preuves depuis très longtemps. C'est une alimentation de 750 watts, ce qui ravira l'utilisation de notre carte graphique et de notre processeur, qui vont être les composants les plus gourmands, on va pas se mentir. On n'est pas sur les dernières normes d'alimentation, je crois qu'il n'y a même pas le petit connecteur 12 volts HPWR, mais ce sera amplement suffisant, une petite alimentation ATX, vous allez voir que même la carte graphique n'a même pas besoin de ce connecteur. Au niveau du boîtier, j'ai opté pour la marque Antec NX500M ARGB. Ce boîtier est relativement assez intéressant, on est sur un format micro ATX, donc un format assez compact, mais il possède surtout des caractéristiques un petit peu plus poussées, notamment au niveau de ses connectiques. On retrouve bien entendu les traditionnels connecteurs jack pour connecter un micro casque, mais on aura également deux connecteurs USB 2.0 et un connecteur USB 3.0. Ça permet d'ajouter des périphériques et des clés USB, mais le gros plus, c'est qu'on a également en façade un connecteur USB type C. Il est un petit peu caché d'ailleurs parce que la façade se fond un petit peu avec ce connecteur et c'est vraiment plutôt pratique. Je vous ai dit que j'avais choisi la version ARGB et pour cause, il y a un total de 3 ventilateurs ARGB au sein de ce boîtier, 2 en façade et 1 à l'arrière, ce qui nous permet non seulement d'avoir un petit flux d'air assez cohérent, mais également d'avoir une petite touche de RGB supplémentaire. Voilà les amis pour les composants, on aurait pu rajouter des petites choses, mais avant de passer à la suite et la partie 2 de la vidéo, à savoir le montage, laissez-moi vous dévoiler le petit bonus. En changeant seulement 2 composants, on réduit le prix à 1200 € au lieu de 1500. On a juste à changer le processeur et la carte graphique. Forcément, on perd un petit peu en performance, mais on perd aussi beaucoup en prix, ce qui peut être assez intéressant pour des budgets un petit peu plus modestes. Au niveau du processeur, on passe d'un petit AMD Ryzen 7 7700X à un Ryzen 5 7600X. Il s'agit d'un processeur qui est assez intéressant, je pense que c'est le digne héritier du 5600X, le meilleur processeur en termes de rapport qualité-prix, qui se fait détrôner par ce fameux 7600X. Et finalement, le dernier composant qui est à échanger, il s'agit de la carte graphique, en passant de la petite RTX 4060 Ti à simplement une RTX 4060. Et même en restant chez Aorus d'ailleurs, on peut rester avec la même carte graphique, simplement enlever le TI et on abaissera grandement le budget. Maintenant, nous, on va rester avec notre configuration pour un budget de 1500 € et on va monter un petit peu tout ça ensemble. Les amis, je commence le montage par la carte mère et voici la petite Aorus B650M Elite AX avec vraiment un design très intéressant. Ce que j'aime bien avec cette carte mère, c'est que autant au niveau de son design que de ses caractéristiques, elle est vraiment intéressante. Bon allez, voici le petit Ryzen 7 7700X que l'on va tout de suite s'empresser de monter au sein de son socket au niveau de la carte mère. Bon, comme d'habitude, je déverrouille le socket à l'aide du petit levier sur le côté, mais c'est vrai que je dis comme d'habitude, mais c'est
c'est que la deuxième fois qu'on voit ça sur Disturb Universe. On fait d'ailleurs bien attention aux pins parce que là c'est comme chez Intel, les pins se retrouvent sur la carte mère pour cette dernière génération de processeurs. Les sockets AM5, je sais pas pourquoi, je les trouve vraiment très jolis, en plus du design des processeurs que je trouve vraiment monstrueux. Je sais pas, ils ont un petit truc à eux que je trouve vraiment sympa. Au niveau de la mémoire vive, comme d'habitude, je vais mettre les deux barrettes sur le slot 2 et 4 pour profiter du dual channel. Concrètement, il n'y a rien de compliqué là-dedans, il faut juste faire attention au sens de la barrette, on déverrouille le slot et ensuite on peut insérer cette dernière. L'avant-dernier composant qui arrive sur cette carte mère, il s'agit du SSD. On va donc commencer par démonter son diffuseur thermique. C'est un gros diffuseur thermique, en même temps il y a deux slots en dessous. Là j'utilise le premier slot SSD, c'est celui qui est le plus rapide, même si on l'a vu tout à l'heure, on n'utilise pas la norme PCI Express 5.0, mais la norme 4.0. Une fois le SSD verrouillé, on n'a plus qu'à remonter le diffuseur thermique en prenant bien soin d'enlever le petit blister. Bon les amis, je m'arrête 5 minutes pour voir un petit peu le design de cette carte mère quasiment au complet, avec le processeur vraiment, mais ce processeur je le trouve trop stylé. On termine le montage de la carte mère avec le châssis du Ventirad et par la suite bien entendu le Ventirad. Alors là, je vous ai fait un beau zoom pour que vous puissiez voir la pâte thermique, comment je l'applique. Je vais utiliser simplement un petit grain de riz. Bon, c'est un petit peu plus qu'un grain de riz d'ailleurs. Ça suffira amplement pour diffuser décemment la chaleur. Ensuite, on pourra donc insérer notre petit Ventirad, le petit Deepcool AK400 digital. Voici le petit boîtier, le fameux petit Antec NX500M ARGB. On va directement passer à l'alimentation. La voici, je la sors de son petit emballage et on va tout de suite commencer par faire les branchements. On a besoin du strict nécessaire, à savoir un petit 24 pins pour la carte mère, forcément, le 2x4 pins du processeur et un 8 pins pour la carte graphique. J'ajoute également un petit SATA pour le boîtier. On va justement installer l'alimentation au sein du boîtier. On termine avec le dernier composant, généralement c'est toujours celui-ci qui termine et qui clôture le montage, à savoir la carte graphique. Voilà le rendu une fois monté, on a un rendu un petit peu sympathique, assez sobre, et vous allez voir après qu'il va être vraiment très joli, en tout cas avec les touches de RGB. Les amis, une fois n'est pas coutume et vous en avez l'habitude sur cette chaîne, on finit avec le petit moment satisfaisant avant le premier allumage du PC. On passe au tout premier démarrage du PC et voici le rendu final de ce dernier. Je vous l'avais dit, on a ce côté assez esthétique avec les ventilateurs, que ce soit à l'avant et à l'arrière. Le montage est désormais terminé, il est temps désormais de passer à la partie des tests. Bon les amis, voici la partie test et la partie conclusion que vous attendez peut-être pour voir un petit peu ce que ce PC a dans le ventre, et vous n'êtes pas prêts, vous êtes vraiment pas prêts. Alors je précise que tous les tests que j'ai fait au niveau des jeux ont été faits avec un écran 2K, donc 1440 pixels, mais surtout avec le réglage maximum en ultra. J'ai fait vraiment une panoplie de jeux en passant par des open world comme par exemple GTA V, un grand classique, mais aussi des jeux plus récents comme Forza Horizon 5, plus récent et beaucoup plus gourmand bien entendu, aussi également des FPS comme des Call of Duty et plein d'autres jeux que j'ai pu tester, et honnêtement mes résultats et mon avis vis-à-vis de tout ça, c'est vraiment très intéressant. Concrètement, on sait qu'avec un ordinateur comme celui-ci, il est possible de jouer à la plupart des jeux, voire même tous les jeux en fait, dans une qualité plus que décente et avec des FPS vraiment très intéressants. Je pense notamment à Forza Horizon 5, qui est un jeu qui est assez lourd à faire tourner, et pourtant en 1440 pixels, il était au-dessus des 120-140 FPS, donc vraiment c'est assez intéressant. Côté RGB, eh bien tout se gère littéralement avec le software de Gigabyte, à savoir le software de la carte mère. Donc on n'a pas besoin d'une application tierce ou quoi que ce soit. En conclusion, je vous dirais que si vous cherchez une machine, vous aguerrir un petit peu plus sur des jeux compétitifs ou sur des jeux un petit peu plus open world ou un peu plus gros budget, je pense notamment à des AAA, et bien c'est une machine qui pourrait amplement vous correspondre. Pour un budget de 1500 €, on n'a pas besoin de dépenser une fortune pour avoir quelque chose qui est vraiment très intéressant. Qui plus est, avec ce genre de machine, il vous est totalement possible de faire des tâches de travail, comme par exemple du montage, que ce soit du montage vidéo, audio, photo, etc. mais également du traitement 3D. Je pense notamment à du After Effects, du Blender par exemple, ou alors littéralement de la modélisation de pièces 3D pour justement des imprimantes, tout ce genre de choses. Voilà en tout cas pour cette configuration, ce montage de PC. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, et si vous avez des demandes un petit peu plus particulières, vous voulez vous monter une config, ou vous avez besoin qu'on vous monte une config ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou sur Discord, j'y répondrai dans tous les cas et ça peut peut-être vous aider. Je sais que je suis en contact avec plusieurs personnes d'entre vous qui ont besoin justement d'un montage d'ordinateur, donc n'hésitez pas, c'est mon domaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, je vous le redis, n'hésitez
n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça aide beaucoup pour le référencement de la vidéo et ça aide beaucoup aussi pour le développement de Disturb Universe. Et si tu veux encore plus soutenir le développement de Disturb Universe sans louper aucun contenu, n'hésite pas à t'abonner avec la cloche des notifications. Quant à moi les amis, je vous retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. À la prochaine les amis et salut!